Bienvenue dans votre édition, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Plusieurs infrastructures en cours de réalisation, notamment le bitumage des rues dans la région de Ouragayo, travaux entrepris par le gouvernement ivoirien. Kandia Camara, cadre du RHDP récemment en visite dans la région du Gor, a pu se rendre compte de l'état d'avancement de ces chantiers. Un stade de 20 000 places, une cité de 32 villas et un hôtel de 3 étoiles sortiront bientôt dans la capitale du Poro, à Korogo précisément. Les travaux de construction de ces infrastructures sportives ont été lancés par le ministre des Sports, Paulin Danho, et le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, qui représentait le Premier ministre. Et puis la 72e édition du Festival de Cannes se tient en France du 14 au 25 mai 2019. Cet événement cinématographique mondial accueille les meilleurs réalisateurs de la planète. Nous en parlons ce soir. Bienvenue dans votre journal. Plusieurs infrastructures en cours de réalisation à Ouragayo, c'est dans la région du Gor, notamment le bitumage de plusieurs rues, des travaux entrepris par le gouvernement ivoirien. Kandia Camara, cadre du RHDP récemment donc en visite dans la région, a pu se rendre compte de l'état d'avancement de ces chantiers. Commentaire Franck Quadio. Ouragayo, commune dans la région du Gor, est en chantier. Réfection des rues de la commune, construction d'un commissariat de police pour assurer la sécurité des populations. Ces travaux ont été visités par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs cadre du RHDP. Elle a pu se rendre compte de la bonne évolution de ces chantiers qui viendront améliorer le cadre de vie des habitants de Ouragayo. Je suis particulièrement heureuse parce que je me rappelle que c'est lors de la visite du Premier ministre ici même à Ouragayo que les populations ont fait la doléance, à savoir le bitumage des voiries de Ouragayo. Et le Premier ministre ce jour-là a pris l'engagement de transmettre ce message au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quelques mois après, voici les travaux qui sont en cours. Et j'ai voulu moi-même, profitant de mon voyage ici dans la région, puisque là nous venons d'inaugurer le collège moderne de Brilly, derrière Bayota. Donc j'ai profité pour venir moi-même voir effectivement les travaux et pouvoir aller rendre compte à mon chef, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et qui à son tour certainement va faire aussi un compte rendu au président de la République. Le maire de Ouragayo, aux côtés de la ministre Kandia Camara, a souligné la nécessité de ces infrastructures pour ses administrés. Témoins de cette visite de Kandia Camara, les chefs traditionnels de Ouragayo venus nombreux pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement. On poursuit en images dans le nord de la Côte d'Ivoire, un stade de 20 000 places, une cité de 32 villas et un hôtel 3 étoiles sortiront bientôt de terre dans la capitale du Poro, précisément à Korogo. Les travaux de construction de ces infrastructures sportives ont été lancés par le ministre des Sports, Paulin Danho, et le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Tout cela en faveur donc de la CAN 2023. Les stades des lycées Dominique Ouattara au Fouette-Boigny, celui du lycée moderne, également le stade municipal seront réhabilités pour les entraînements. Le coût global de ces travaux est estimé à plus de 50 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports. Ces infrastructures constituent un atout pour notre pays et particulièrement pour les jeunes. En effet, sans infrastructure sportive moderne, le sport est réduit à sa plus simple expression. Les jeunes seraient alors privés d'une activité majeure et la Côte d'Ivoire sportive en marge du reste du monde. Les infrastructures sportives sont donc fondamentales pour un pays qui aspire à l'émergence. On parle sport toujours de football féminin. Voilà, vous le voyez sur ces images, nous y reviendrons certainement dans quelques minutes. Mais avant cette information, le président de l'Assemblée nationale a reçu les athlètes de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées à l'hémicycle. La sélection ivoirienne a remporté 29 médailles à la 18e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté. C'était du 5 au 12 mai dernier, ici même à Abidjan. La délégation était conduite par le
Ministre Dao Polé. La sélection de karaté reçue par le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro après sa brillante participation à la 18e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté tenu du 5 au 12 mai à Abidjan. La délégation est conduite par le ministre des Sports, Claude Dao Polé. Nous venons vous dire merci, Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de nous donner cette opportunité de présenter un autre visage de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Celle qui sait porter haut le flambeau de notre pays, qui peut éloigner les vices de la vie de tous les jours et qui peut aimer la Côte d'Ivoire comme nous la souhaitons. Parce que la Côte d'Ivoire, effectivement, est de retour dans le Conseil des Nations. 29 médailles raflées par les athlètes ivoiriens à cette compétition de karaté, dont 11 en or, 12 en argent et 6 en bronze. Une performance saluée par le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux de partager ce plaisir avec vous, ainsi qu'avec toute la nation. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, lorsque vous m'informiez de la participation de notre pays à ce championnat d'Afrique de karaté et que vous sollicitiez mes bénédictions, je vous avais rassuré. Et je vous avais demandé d'être confiant. D'être confiant, mais surtout d'être déterminé. Et d'avoir à l'esprit que vous alliez à cette compétition pour gagner, pour honorer notre pays. Le président de l'Assemblée nationale a offert la somme de 5 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne de karaté et des disciplines associées. Il a été levé au grade de ceinture noire, première dan. Et on revient sur cette information concernant donc la finale UFOAB Dames. Au bout d'une soirée folle et pleine de suspense, eh bien, les éléphantes ont perdu la finale du tournoi UFOAB Dames face aux Nigérianes. Pourtant, le match s'était bien déroulé pour les Ivoiriennes qui ont mené 1-0 jusqu'à la dernière minute du match où elles se sont faites rattraper au score par les Nigérianes. L'épreuve fatidique des tirs au but a donc donné raison aux Nigérianes qui savoure un titre chèrement acquis. On évoque à présent le lancement des réflexions sur les opérations de maintien de la paix en Afrique et c'est avec Abou Sanogo. La 4e édition de la session internationale de réflexion organisée par le ministre d'État, ministre de la Défense, est l'activité majeure de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Elle se tiendra dans la ville de Grand-Bassam sur le thème « Les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente, armée africaine, état des lieux et perspectives ». Ce thème, qui est plus que d'actualité, s'inscrit dans l'ère du temps. Car si l'on s'en tient à l'analyse géopolitique du continent, l'Afrique apparaît comme le continent qui abrite le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix placées sous l'égide des Nations Unies. Elle totalise à elle seule le plus grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout cela fait de l'Afrique une région en quête perpétuelle de paix. Et pourtant, en réalité, le continent continue d'être victime d'une insécurité chronique qui ne cesse d'impacter négativement son évolution. Cette session sera animée par 13 conférenciers venus de différents pays d'Afrique et d'Europe. Elle verra aussi la participation de 76 auditeurs, dont 30 nationaux et 46 internationaux, originaires de 20 pays d'Afrique et 6 communautés économiques régionales. C'est une occasion pour des experts, qu'ils soient militaires ou civils, venus de différents pays pour réfléchir sur la problématique de la paix en Afrique, d'identifier les limites observées dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix sur le continent et surtout de faire des recommandations concrètes. L'Institut d'études stratégiques et de défense est né en 2013. Il a pour mission de promouvoir l'esprit de défense nationale et les liens armée-nation, de vulgariser la réforme du secteur de la sécurité et d'analyser les questions sécuritaires dans une vision globale. Les travaux s'ouvrent ce lundi à Grand-Bassam en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko.
Le commissaire du gouvernement a animé un point de presse ce vendredi 17 mai. C'était au tribunal militaire de Cocody. L'objet de ce rendez-vous avec la presse était de passer en revue les problèmes rencontrés dans le milieu des forces armées de Côte d'Ivoire et de tenter d'y trouver des solutions. On en parle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Détention et consommation de drogue, meurtre et suicide de gendarmes, perte et disparition d'armes, escroquerie au concours, violence sexuelle basée sur le genre, enlèvement de mineurs. Ce sont entre autres les sujets au cœur du point de presse animé par le commissaire du gouvernement. Durant 1 heure, le contre-amiral Ange Kessi fait un tour d'horizon des problématiques liées aux questions de défense et de sécurité. Toutefois, il s'est attardé sur le problème du racket et la corruption qui, selon lui, sont des facteurs qui plombent le développement économique et social du pays. Au niveau du racket, c'est la tolérance zéro. Et nous souhaiterons que tout le monde participe à la lutte contre le racket. Saisissez-nous. De la même façon, la population commence à nous saisir lorsqu'il s'agit d'escroqueries au concours. Ne dites pas que parce qu'il s'agit d'une affaire de 500 francs ou 1000 francs qu'on nous a racketté, il faut qu'on se dise ça ne passera pas par moi. De la même façon, on s'est dit le concours ou le fraude au concours, ça ne passera pas par moi. Disons également que le racket, ça ne passera pas par moi. Selon des études effectuées par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire paie environ 100 milliards de francs CFA par an à cause du racket. Cette année, ce sont 21 procédures qui ont été introduites pour poursuivre 36 agents des forces de défense et de sécurité. Vous êtes certainement mécontent de votre facturation électricité, eau, téléphone, assurance, etc. et souhaitez avoir des explications bien souvent. Votre premier réflexe est souvent d'appeler votre fournisseur grâce à un numéro vert et ce n'est pas toujours aisé. Les professionnels de la relation client estiment que le rapport fournisseur-consommateur est mauvais à plus de 90% en Côte d'Ivoire. Ils proposent donc une plateforme d'échange, plateforme de rencontre afin de rapprocher les consommateurs des fournisseurs de services. On en parle ce soir avec Didier Nguesson. Profil personnalisé, assistance 24h/24, facturation détaillée. Aujourd'hui, les centres d'appel mettent tout en œuvre pour concilier fournisseurs et consommateurs. Nous avons restitué les résultats de l'enquête sur les tendances de la relation client en Côte d'Ivoire. La première impression qui est ressortie de cette enquête, c'est que 92% des citoyens ivoiriens, des clients, qu'ils soient usagers ou clients du service des administrations privées, des entreprises privées, sont insatisfaits à hauteur de 92%. Donc ça interpelle aussi bien les opérateurs économiques que les pouvoirs publics et privés à recentrer la satisfaction client au cœur de leur métier, de leur travail. Nous sommes présents ici pour démontrer, pour prouver à la population ivoirienne que nous les entendons, nous les écoutons et nous sommes dans une démarche de prise en charge de leurs préoccupations, dans une démarche de satisfaction clientèle. Nous avons mis en place tout ce qui est solution de digitalisation, d'innovation. Nous espérons que la population ivoirienne va adhérer, sera satisfaite. Le service de relation à la clientèle, autrefois intégré au sein des entreprises, est confié de plus en plus à des professionnels de la relation client, afin de permettre aux fournisseurs de se concentrer sur leur cœur de métier. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif sanitaire. Bientôt, des centres hospitaliers régionaux à Aboisseau et à Adzopé. On en sait davantage avec Sidonie Davila. Ça y est, c'est acté. Bientôt, la Côte d'Ivoire s'offrira 2 CHR. Un à Adzopé dans la région de la Mé et l'autre à Aboisseau dans la région du Sud Comoé. Par la signature du contrat de marché entre l'entreprise marocaine Agentis International et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est un engagement qui est pris pour développer le système sanitaire. Que dire de la confiance renouvelée en notre entreprise si ce n'est qu'une reconnaissance de notre expertise et notre professionnalisme dans la réalisation des œuvres sociales. Notre conviction profonde étant d'être des artisans de la coopération Sud-Sud, tant prônée par nos leaders charismatiques.
Nous sommes fiers et honorés de la signature de ce protocole d'accord portant sur la construction d'établissements sanitaires qui s'inscrivent en pole position du programme et nous sommes heureux d'être un de ces acteurs privilégiés. La partie ivoirienne se félicite de cette vision commune qui met en avant la santé, la priorité des priorités du programme social du gouvernement afin d'offrir un système de santé de proximité aux populations. Ce programme arrive à point nommé pour renforcer véritablement le dispositif sanitaire national et les plateaux techniques sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2020. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, au-delà de la signature de ce projet, j'ai lu dans votre présence l'expression des relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi du Maroc et le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Place à présent à la réalisation concrète sur le terrain. La construction de ces 2 centres hospitaliers est très attendue par les populations. La pose des premières pierres devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Les inaugurations sont prévues pour 2020. Le ministère de la Fonction publique a initié une rencontre en vue de la présentation du bilan à mi-parcours de son plan stratégique 2017-2020, un plan censé améliorer la qualité des services. Christelle Bédéja, Grace Kondo. Le plan stratégique 2017-2020 du ministère de la Fonction publique est un outil d'aide à la gouvernance. Il vise à bâtir une fonction publique qui intègre célérité et efficience avec des ressources humaines de qualité et respectueuses des normes établies en matière de gouvernance publique. Après sa mise en œuvre, un bilan à mi-parcours a été présenté. La majeure partie des actions a été menée. Il y a eu l'évaluation du SIGFAE, c'est le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Il y a eu aussi le démarrage de HEC. Bon, c'est vrai que ce n'est pas terminé. Et il y a 3500 fonctionnaires et agents de l'État formés. Il y a au moins 1500 déjà qui ont été formés. Les quelques mois qui nous restent jusqu'en 2020, on arrive vraiment à la dématérialisation de tout ce qui est service public rendu à l'usager client. Les autres défis à relever, d'abord il aura le mérite, il aura la transparence et il aura la veille stratégique. Le plan stratégique du ministère de la Fonction publique est estimé à 18 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'appui partiel de l'Union européenne. C'est pourquoi, selon le directeur de cabinet du dit ministère, il s'avère nécessaire d'entreprendre des actions de recherche de ressources additionnelles auprès de partenaires. Le ministre Amédée Kouakou, maire de Divo, était ce samedi aux côtés des fidèles musulmans vivant dans sa commune. Le maire a fait don de 20 tonnes de vivres à la communauté. Amédée Kouakou a aussi exhorté ses fidèles au renforcement de la cohésion sociale et de la paix à Divo et partant en Côte d'Ivoire. Léon Bro. Le maire de Divo, le ministre Amédée Kouakou à la mosquée centrale de sa commune. Un seul mobile sacrifié à la tradition du partage du mois de Ramadan. Idem à la grande mosquée sunnite, au quartier libanais, Dialogue ou Jérusalem. Le maire distribue des kits alimentaires essentiellement composés de sucre, de riz, de lait, de l'huile, de quoi rompre le jeûne. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont la possibilité d'avoir du sucre chez eux à la maison. Non, là. Pour avoir même 1 kilo de sucre, là, c'est un problème. Donc le geste qu'il vient de faire, là, vraiment, ça nous a dépassé. On est comblé parce que habituellement, il nous envoie, mais lui-même ne vient pas. Cette année, lui-même il est là et puis il a voulu donner à les démunis. La solidarité en cette période de privation et de prière, le maire de Divo et sa délégation l'ont exprimé dans tous les 7 secteurs de la commune à forte concentration musulmane. Au total, 20 tonnes de vivres distribuées et des bénédictions dites à l'endroit du bienfaiteur. Toujours monsieur le ministre, il fait ses gestes chaque année. Et alors, plus ça, les imams sont la Mecque à cause de lui. Cette année, il y a 5 femmes, tout ça c'est la communauté musulmane. Donc la communauté prie pour lui. Dans tous les secteurs ou mosquées où il a rencontré des musulmans, Amédée Kouakou a condamné les récentes violences de Béoumi, comme pour inviter à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable à Divo et en Côte d'Ivoire. Nous prions
pour que le calme revienne rapidement à Béoumi et que ce qui s'est passé à Béoumi ne se répète nullement sur le territoire national. Et c'est ce message-là que nous passons partout où nous allons et nous pensons que ce message sera compris de l'ensemble des Ivoiriens parce que ce qui importe, c'est leur bonheur, c'est leur développement. Paul Boigny a dit la seconde religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Et je pense que c'est sur ce chemin-là qu'est le président de la République. Pour 2019, 5 musulmanes bénéficient du pèlerinage offert chaque année par le maire de Divo, qui les a également mis en mission pour la paix. Ils sont également en mission, les membres du réseau des jeunes cadres RHDP, qui viennent donc de lancer officiellement leurs activités. Les enjeux ont été expliqués à la presse jeudi dernier. Il s'agit d'expliquer partout où le besoin se fait sentir les actions du chef de l'État en faveur des populations. On en parle avec Michel Digré. Après avoir mobilisé un bon nombre de sympathisants à la faveur du congrès constitutif du parti unifié en janvier, Ali Ouattara veut aller plus loin dans son soutien au RHDP, mais cette fois-ci à travers l'organisation des jeunes cadres du parti. Face à la presse, il a annoncé le démarrage effectif des activités du mouvement qu'il lance, le réseau des jeunes cadres RHDP. Dans cette mobilisation, nous n'allons pas seulement nous contenter des villes et des communes. Nous allons étendre notre action aux villages et aux campements. Là où même certaines personnes n'ont pas forcément les moyens d'avoir une télévision et une radio pour écouter tous les jours. Nous voulons apporter des éclaircies sur certaines choses mal comprises ou mal dites par certains de nos adversaires. Pour y arriver, Ali Ouattara entend rallier à sa cause toute la jeunesse active du parti avec comme première mission expliquer toutes les actions gouvernementales en faveur des populations. Les mouvements politiques des SOFA du RHDP ont également tenu récemment leur rentrée politique. Des tournées sont annoncées pour l'implantation du dit mouvement à travers la Côte d'Ivoire. C'est avec Ahmed Traoré et Moussa Konaté qu'on en parle. Mobilisation des militants autour des idéaux du RHDP et des actions de développement du président Alassane Ouattara. C'est autour de ce thème que s'est tenue la rentrée politique du mouvement dénommé SOFA RHDP. Le mouvement veut contribuer à promouvoir les idéaux du RHDP. SOFA, les soldats de la paix, les soldats du parti. Et nous, un parti qui est gage de rassemblement, de cohésion sociale, il est important pour nous de s'aligner à ce parti et l'aider dans toutes ses actions de développement et des actions de rassemblement et de paix dans ce pays. Mamadou Diomandé, parrain du mouvement, s'engage à le soutenir partout où besoin se fera sentir. Pour moi, le RHDP, c'est un symbole. Au-delà d'une plateforme politique, c'est un appel au rassemblement des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est un appel à l'appropriation et à la vulgarisation des idéaux du père fondateur de ce pays. Pour moi, c'est une manière d'apporter ma modeste contribution à l'effort d'union, de cohésion des enfants de ce pays dans un moment où on en a le plus besoin. Le mouvement Les SOFA du RHDP existe depuis 1 an. Il prévoit mener des activités pour son implantation sur toute l'étendue du territoire national. Et toujours sur le terrain politique, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, a procédé récemment au lancement du projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'accroître de 30% la présence des jeunes au sein des instances décisionnelles. C'est ce que nous rapporte Astou Touré. La jeunesse en première ligne des instances décisionnelles. C'est l'objectif que veut atteindre le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, section Côte d'Ivoire. Pour cela, un projet a été lancé. Il s'agit d'inviter les partis politiques à accorder une attention à la promotion de la candidature des jeunes aux différents postes électifs. Aujourd'hui, nous disons que pour bâtir cette Côte d'Ivoire, il faut justement permettre aux jeunes de candidater au poste de maire, au poste de conseil régional, au poste de député pour les élections notamment à venir. On constate qu'en Côte d'Ivoire, 77,7% de jeunes ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, mais en termes de ceux qui participent aux jeux politiques, ils sont moins. Pour nous, il était bon, il était important en tant qu'acteur de la société civile aussi de pouvoir impulser
des jeunes à pouvoir véritablement s'impliquer davantage dans le jeu politique. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat du Côte d'Ivoire, on estime à 36,2% les personnes dont l'âge oscille entre 15 et 34 ans et 77,7% de la population a entre 0 et 35 ans. Des chiffres sur lesquels le coordonnateur du projet entend axer ses activités. Il s'agit entre autres de la mobilisation et la formation de 30 jeunes à briguer les élections. Nous allons faire un plaidoyer en vue de l'institution d'un quota de représentation de 30% des jeunes au sein des partis politiques. Le projet a débuté en avril 2019 et prendra fin en mars 2021. Régions concernées, le Béquet, le Haut-Sassandra, le Nzi et le Poro. Voilà qui referme la page politique de ce journal. On parle culture à présent, on parle cinéma. La 72e édition du Festival de Cannes se tient en France en ce moment, cela jusqu'au 25 mai prochain. Cet événement cinématographique mondial accueille les meilleurs réalisateurs de la planète. Dans la sélection officielle 2019, eh bien, un film sénégalais en compétition pour la Palme d'Or. Serge Collier. Première grande projection pour Atlantique. Le long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop est le seul film africain sur les 21 en lice pour la Palme d'Or. Aux côtés du ministre sénégalais de la Culture et de l'équipe de production, la délégation ivoirienne. La Côte d'Ivoire, à travers le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, a apporté son concours financier à cette fiction qui représente l'Afrique à Cannes. Il y a deux appuis institutionnels qui nous marquent, c'est le FOPICA du Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui s'entraide. Et le résultat aujourd'hui, ça prouve qu'on peut aller loin, très loin. Et ce qui arrive aujourd'hui est magnifique et c'est historique. Parce que c'est la première fois qu'une femme quand même arrive à ce niveau pour le continent africain. Cortège hollywoodien de l'hôtel Le Gré d'Albion jusqu'à la montée des 24 prestigieuses marches du Palais des Festivals, siège de cette 112e édition du Festival de Cannes. 1h44 de projection pour Atlantique avec interdiction formelle de filmer dans la salle. Au final, la fiction africaine fait sensation. La réalisatrice a su aborder avec une belle écriture cinématographique la question de la migration irrégulière. Notre action vis-à-vis du Sénégal est une action qui s'inscrit dans la démarche du ministre. Quand il a eu le scénario de ce projet, il a senti qu'il était nécessaire d'accompagner le Sénégal, c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'on va formaliser, rendre officiel ce qui se fait comme collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Composée d'une vingtaine de membres, la délégation ivoirienne marque sa présence à toutes les grandes tribunes du festival. Plusieurs rencontres d'échanges professionnels et de coopération sont inscrites à son agenda. Retour en Côte d'Ivoire après 40 ans de service à la réalisation du journal télévisé à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Le réalisateur Ricardo Somone, vous l'avez certainement entendu ce nom pour la plupart. Ricardo Somone prend donc la plume pour sortir son premier ouvrage littéraire, RTI, plus de 50 ans d'existence. Voici le journal télévisé. L'œuvre a été dédicacée jeudi 16 mai dernier. C'était à l'hôtel du district d'Abidjan. On y va tout de suite pour les temps forts avec Franck Quadio. Le nom est à consonance hispanique, mais l'homme est bel et bien du sérail national. La signature, elle, a longtemps rimé avec le journal télévisé sur le petit écran, notamment la chaîne 1, devenue RTI 1. Après 40 années de service, Ricardo Somone délaisse le pupitre et s'empare de la plume. Son œuvre, 50 ans d'existence, voici le journal télévisé. J'ai décrit comment le journal lui-même se confectionne et se réalise. Parce que ce sont des choses que le citoyen lambda, je peux dire, tous ceux qui n'appartiennent pas à la grande famille de la communication ignorent. Quels sont les problèmes au quotidien que la rédaction rencontre dans la production du journal? Cette œuvre, le début d'une série de 3 publications qui se veulent didactiques à l'endroit des étudiants et autres acteurs de l'espace audiovisuel, est appréciée par la critique.
son passage à la télé, je l'ai dit en fin d'analyse, mérite au moins 2 tomes de 400 pages chacun. Parce que ça fait 40 ans sous 5 présidents de la République, il faut le noter. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Ricardo Somone, dans ses nouveaux habits d'auteur, projection de films documentaires sur son parcours, l'homme aura traversé époques, régimes et tendances. Ils sont plusieurs à l'avoir connu et pratiqué. Témoignage de l'animateur George Taï Benson, bien apprécié par ses confrères et collègues d'hier et d'aujourd'hui, les journalistes Lévi Niamke, Brou Aka Pascal, Akassei Lazare et bien d'autres. Ricardo Somone est, disons, le prototype même de l'agent RTI dont on a besoin aujourd'hui. Des anciens aux plus jeunes, en passant par les téléspectateurs, la démarche de ce réalisateur modèle ne laisse pas indifférent. Dès qu'il arrive dans le studio, il regarde d'abord si les chaises sont là, si tout est bien placé, si les côtés de corps, s'il n'y a pas de problème, si la table est propre. La marraine Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, salue l'opportunité de l'œuvre. Très peu de cadres écrivent leur expérience, partagent leur expérience, leur passion également. Et Ricardo aujourd'hui a eu l'opportunité de donner sa part de vérité sur ce que c'est que le journal télévisé, la vie à la télévision nationale, la RTI. Ricardo Somone Maurice, après 40 années de service, à la retraite dès la fin du mois de mai. Il est commandeur de l'Ordre du Mérite du Travail et chevalier dans l'Ordre national. Voilà, Ricardo Somone, bel exemple en tout cas pour la jeune génération de la RTI et la jeune génération de communicateurs tout simplement. C'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.